Je pense que nous pouvons commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cathy Short et je tiens à vous souhaiter la bienvenue au webinaire de présentation du document Bon soin au bon moment. Pendant que vous vous installez, voici quelques points d'ordre administratif. Comme il s'agit d'un webinaire, vous ne pourrez pas participer au clavardage, mais vous pourrez poser des questions à l'aide de la fonction Q et R. Les membres de l'équipe surveilleront vos questions en français et en anglais et y répondront dans la mesure du possible. Nous n'aurons que peu de temps pour les questions aujourd'hui, mais il y aura de nombreuses autres occasions de nous réunir pour discuter de la vision une fois que tout le monde aura eu l'occasion d'examiner le document et d'y réfléchir. Nous tenons à vous informer que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée et que vous devriez maintenant avoir reçu un courriel avec les diapositives en pièces jointes, ce qui est particulièrement important pour nos collègues francophones car malheureusement la technologie ne nous permet pas d'avoir un écran en français et en anglais aujourd'hui, mais vous avez les diapositives. Pour votre information, le document Bon soin au bon moment sera publié après le webinaire d'aujourd'hui sur le site d'Institut du Savoir et plus tard sur les sites des partenaires, soit le consortium des organismes responsables Santé mentale pour enfants Ontario, SMEO, et Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Sur ce, c'est parti. Comme je l'ai dit, je suis Cathy Short, directrice générale de Santé mentale en milieu scolaire Ontario et l'une des coprésidentes du groupe de travail sur la collaboration systémique qui a dirigé l'élaboration de cette vision et de ce document. Dans un instant, vous entendrez mon collègue Patrick Dion, directeur général du consortium des organismes responsables du soutien en santé mentale chez les enfants et les jeunes. Un peu plus tard, nous vous présenterons d'autres importants partenaires qui sont ici pour vous communiquer de l'information sur l'élaboration de ce document et nous faire part de leur point de vue, de leurs suggestions et de leurs espoirs. Nous aimerions souhaiter la bienvenue à tout le monde et vous remercier infiniment de prendre le temps de participer à ce lancement de la vision Bon soin au bon moment. Cette réunion marque à la fois une fin et un début. Aujourd'hui, c'est donc à la fin d'un effort de collaboration de 2 ans entre nos secteurs pour établir une vision comme à laquelle nous pouvons tous aspirer afin d'améliorer le système de soins de santé mentale des enfants et des jeunes. Notre réunion marque aussi un nouveau commencement. En vous présentant ce document aujourd'hui, nous espérons que vous examinerez la vision, que vous y réfléchirez et que vous penserez à la façon dont elle peut vous aider dans votre travail à l'échelle locale. Nous espérons également que vous vous joindrez à nous pour concrétiser cette vision au fil du temps. Pour commencer, alors que nous nous réunissons depuis de nombreux endroits, nous vous invitons à prendre un moment pour faire une pause et réfléchir. Je vous invite également à vous rappeler les territoires traditionnels à partir desquels vous travaillez aujourd'hui et les peuples autochtones qui en sont les gardiens depuis des milliers d'années. La photo à l'écran en est une que j'ai prise récemment sur le sentier que je fréquente régulièrement près de chez moi. Je vis et je travaille sur le territoire traditionnel des Eriès, des Neutres, des Huron-Wendat, des Haudenosaunee et de la Première Nation des Mississauga de Crédit. Il s'agit d'une région rurale près de ce qui est maintenant Hamilton. Le territoire est visé par l'entente de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, et les nations et les peuples autochtones, ainsi que les nouveaux arrivants, ont été invités à adhérer à ce traité dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Reconnaître les territoires et témoigner du respect et de la gratitude sont des petits gestes de réconciliation. Il s'agit d'un moyen de souligner la relation que les peuples autochtones entretiennent avec la terre et de reconnaître l'héritage colonial et les pratiques actuelles qui ont été conçues pour effacer les cultures autochtones et de nous rappeler les responsabilités à l'égard de la vérité et de la réconciliation, ainsi que la façon dont nous devons, ensemble, placer le bien-être des enfants et des jeunes autochtones au cœur de notre travail commun. Profitez-en pour prendre un moment pour penser à votre propre reconnaissance des territoires, alors que nous nous réunissons pour passer du temps ensemble. Nous tenons également à admettre que, bien que nous ayons travaillé à faire progresser notre vision du système de soins au cours des 2 dernières années, le contexte de la pandémie ainsi que les injustices raciales et sociales ont fait en sorte que les personnes qui ont toujours été marginalisées et opprimées en ce qui a trait aux déterminants sociaux de la santé ont été touchées de façon disproportionnée par la Covid-19. Dans le cadre de nos activités, nous avons essayé d'accorder la priorité aux enfants, aux jeunes et aux familles qui ont connu des difficultés supplémentaires et des traumatismes raciaux pendant cette période. Pour ce faire, nous avons réfléchi personnellement et ensemble à l'histoire du Canada, à l'héritage de la colonisation et à l'esclavage des Canadiens noirs, ainsi qu'aux répercussions que cela continue d'avoir dans nos écoles et dans nos communautés. Alors à ce stade, nous voulons reconnaître notre responsabilité, continuer de réfléchir à notre histoire collective, et de travailler sans relâche pour éliminer le racisme envers les Noirs sur le plan individuel et institutionnel. Nous souhaitons également célébrer la force et la contribution de près de 1,2 million de Canadiens qui s'identifient comme étant noirs, dont la plupart résident en Ontario et au Québec. Enfin,
Nous tenons à souligner que si nous pouvons faire ce travail ensemble, c'est grâce à celui d'autres personnes qui ont bâti de façon créative au fil des ans dans leur communauté et leur région des systèmes de soins efficaces pour lutter contre les dépendances chez les enfants et les jeunes et améliorer leur santé mentale. Nous reconnaissons que les efforts antérieurs, comme l'initiative de leadership en matière de soutien aux élèves, ont été formateurs et nous ont beaucoup aidés pour le travail que nous vous présentons aujourd'hui. En regardant l'image du sentier, vous voyez peut-être que les arbres semblent former une échelle vers le ciel. Pour moi, c'est une métaphore juste de la voie ascendante qui nous mène ensemble vers la vision bon soin au bon moment. Je cède la parole à Patrick. Merci Cathy, il s'agit d'une belle reconnaissance de territoire, très passionnée et très authentique, qui témoigne certainement de l'esprit qui régnait pendant ces nombreux mois, et même ces années. Aujourd'hui, nous allons commencer par un message de nos collègues du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation. Nous vous parlerons un peu de notre parcours collectif qui nous a permis d'arriver à la vision bon soin au bon moment. Puis nous laisserons la parole à nos collègues en santé mentale des milieux scolaires et communautaires. Ces membres de notre équipe qui apportent leur contribution depuis le début. Natasha Castor, Linda Dougas, David Hoy, Diane Walker. Diane doit être avec nous ce matin, mais ne pourra être présente en raison d'un imprévu. Et Purnima Sundar, qui a ajouté un rôle important dès le début de notre projet et qui prononcera le discours que Diane aurait fait. Le groupe de travail résumera les principaux éléments auxquels ont abouti nos discussions et certains des points saillants pour ceux qui se sont joints à nous ce matin et qui voudront bien se pencher sur le sujet et s'impliquer. Nos partenaires de l'Institut du Savoir et de CMEO, qui étaient là dès le début, décriront les prochaines étapes de la mise en œuvre. Puis, nous terminerons peut-être par quelques questions. Je rappelle à tout le monde que ce matin, c'est l'occasion pour vous de recevoir un document. Notre période de questions sera peut-être plus brève, mais nous avons beaucoup d'autres occasions de répondre à ces questions. Et nous vous invitons à utiliser la fonction de clavardage. Pour en poser quelques-unes, si nous pouvons répondre à vos questions aujourd'hui, bien entendu nous le ferons. Sinon, nous communiquerons directement avec vous pour y donner suite. Le chemin que nous avons parcouru au cours des 2 dernières années témoigne bien de ce qui peut être accompli. Lorsque les forces sont compromis, de la confiance, de la passion et du travail acharné sont réunis. Honnêtement, lorsque nous nous sommes fixés l'objectif d'améliorer la collaboration au sein du système, les tensions entre les secteurs de la santé mentale des enfants et le conseil scolaire ont augmenté. Bien qu'il y ait eu de nombreuses raisons de ne pas s'en préoccuper, une abondance d'espoir a été le catalyseur de notre réussite. Peut-être. Dans un instant, je vais redonner la parole à Katie, qui va nous faire part de son point de vue sur notre cheminement. Mais je tiens d'abord à féliciter les nombreuses personnes qui ont mis de côté leurs préjugés pour entreprendre ce qui est devenu un parcours de 2 ans. Réalisé grâce au soutien de nos partenaires des ministères, au cours duquel nous avons traité ensemble pour découvrir de la façon d'améliorer le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs familles. De retour à vous, Katie. Merci Patrick. J'ajouterai simplement qu'au cœur de ce travail des 2 dernières années, il y a 3 choses. De la bonne volonté, de la détermination et un espoir commun qui nous permettent d'accorder la priorité aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Les conversations ont été fructueuses et honnêtes, parfois difficiles, et ont contraint chacun d'entre nous à penser différemment et à réellement comprendre le point de vue de l'autre. Ainsi, nous avons établi des relations et instauré la confiance, et c'est le genre d'assise sur laquelle je veux mettre mon échelle. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons avec nous la sous-ministre adjointe Mélanie Cohn, direction de la santé mentale et des dépendances du ministère de la Santé, ainsi que le sous-ministre adjoint Clayton Latouche, division du soutien aux élèves et des services régionaux du ministère de l'Éducation. Merci beaucoup à vous deux d'être ici. Votre soutien est tellement important pour la vision du système de soins. Je crois que nous écouterons d'abord Madame Cohn. Merci beaucoup Cathy et Patrick. Quelle façon très inspirante de commencer la discussion. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je tiens à vous remercier de votre dévouement et de votre travail acharné. Merci à tous les partenaires du projet,
le consortium des organismes responsables, Santé mentale en milieu scolaire Ontario, l'Institut du savoir sur la santé mentale et les dépendances chez les enfants et les jeunes, ainsi que le SMEO pour avoir rendu ce projet possible. Or, je pense que ce n'est pas seulement une question de le rendre possible, mais comme vous l'avez dit tous les deux, l'important, c'est cette vision authentique et large de la façon d'y arriver. Je pense donc que cela nous est très utile pour réfléchir à ce que ce rapport a vraiment à nous offrir. C'est exactement ce dont nous sommes venus parler aujourd'hui. Il s'agit de la façon dont nous mettons en pratique ces concepts qui ont été réunis, et c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action. Alors merci aux membres du groupe de travail ainsi qu'aux conseillers conseillères auprès des jeunes et de leurs parents pour vos importantes contributions. Encore une fois, elles n'auront pas seulement un effet passager, elles serviront à jeter les bases des mesures concrètes. Nous savons que beaucoup de personnes du secteur de la santé mentale des enfants et des jeunes ont participé à... Je tiens à dire que la vision ambitieuse présentée dans ce rapport nous inspire et que nous avons très hâte de poursuivre les discussions sur la façon dont nous pouvons mettre en œuvre cette vision dans nos secteurs respectifs. Nous comprenons et reconnaissons la nécessité de continuer de veiller à ce que les responsabilités et les rôles dans nos secteurs soient clairement définis et compris, et à ce que les procédures et les protocoles entre les écoles et le secteur communautaire soient élaborés et communiqués clairement, car ce qui compte, c'est de donner aux enfants ce dont ils ont besoin, de leur offrir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent réaliser tout leur potentiel et d'être vraiment là pour eux. Enfin, nous poursuivons notre engagement à mettre en œuvre vers le mieux-être, notre plan pour créer un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances complet et coordonné dans lequel les services de santé mentale de qualité et équitable dans tout le continuum de soins sont offerts en temps opportun aux enfants, aux jeunes et à leurs familles, c'est-à-dire au moment où ils en ont besoin et à l'endroit où ils en ont besoin. Il s'agit d'un élément primordial pour veiller à ce que les enfants puissent y arriver. Comme je l'ai dit plus tôt, nous considérons vraiment ce rapport comme une base pour le travail continu qui est nécessaire, ainsi que pour la façon dont nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de vers le mieux-être et de la promesse de cette vision. Nous voulons aussi continuer à utiliser ce travail et à en tirer parti, alors que nous poursuivons les discussions sur la façon dont nous pouvons mettre cela en pratique. Je suis donc très heureuse d'être ici aujourd'hui. Sur ce, je cède la parole à mon collègue le sous-ministre adjoint Clayton Latouche du ministre de l'Éducation. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toi, Mélanie, et merci à Cathy et à Patrick de nous avoir invités. En ce moment, je pense à vos commentaires, au sujet des tensions qui sont montées. Vous les avez abordées au lieu de les éviter. Et c'est exactement ce dont nos enfants et nos jeunes ont besoin, surtout dans les moments de crise, pendant lesquels ils éprouvent des difficultés et ont besoin d'aide. Nous devons mettre de côté les différences, quelles qu'elles soient, et nous concentrer sur eux et sur leurs besoins, comme l'a dit Mélanie précédemment. Merci beaucoup d'avoir donné un si bon exemple de ce principe, en expliquant la façon dont les secteurs se sont réunis, pour mettre en évidence et résoudre les problèmes, pour que nous puissions avancer dans ce travail. Je remercie aussi tous les participants et participantes qui ont contribué à la création de ce rapport. Nous savons que la santé mentale et le bien-être des élèves sont une priorité absolue pour notre ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, comme pour l'ensemble du gouvernement, et nous savons qu'une bonne santé mentale chez les élèves est essentielle à leur capacité d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de leur réussite à l'école, mais aussi dans la vie. Le ministère de l'Éducation fait écho à tout ce dont Mélanie et moi venons de parler. Au nom du ministère de la Santé, en appuyant sur la vision ambitieuse si bien formulée dans ce rapport, nous savons que maintenant, plus que jamais, la coordination entre les conseils scolaires et les fournisseurs de services communautaires de santé mentale est absolument nécessaire pour nous permettre d'améliorer la santé mentale des élèves et d'utiliser au mieux les ressources à notre disposition. Les écoles sont les yeux et les oreilles de l'ensemble du système de soins et de traitement en santé mentale. Elles sont souvent le premier point de contact en matière de services et de soins de santé mentale pour de nombreux enfants et jeunes, ainsi que pour leurs familles. Et Cathy et Patrick, vous avez parlé de l'éventail d'enfants et de jeunes que nous observons dans nos écoles et dans le secteur communautaire de soins et de santé mentale.
Les élèves noirs, les élèves autochtones, les élèves qui viennent d'immigrer au pays, les élèves de différents groupes socio-économiques, peu importe qui ils sont, ils étudient dans nos écoles et ces derniers jouent un rôle particulier dans le système de soins. Donc environ 2 millions de ces enfants fréquentent chaque jour les écoles de la province. De la maternelle à la 12e année, les enseignants, enseignantes jouent un rôle important dans la promotion de la santé mentale de tous ces élèves. De plus, les services de santé mentale offerts dans les écoles pour aider les élèves ayant des besoins liés à des problèmes de santé mentale légers et modérés font partie du système de soins dans son ensemble. Il est essentiel que les écoles et les partenaires communautaires collaborent afin de s'assurer que des voies d'accès aux soins clairs sont mises en place pour les élèves qui ont besoin de services plus intensifs dans la communauté. Les écoles jouent un rôle important pour soutenir les élèves, qui font la transition entre les services communautaires de la santé mentale et l'école, ainsi que les élèves qui fréquentent l'école tout en ayant accès à ces services dans la communauté. Il est important que nous mettions en place des systèmes et des environnements qui répondent à des besoins en matière de santé mentale. Alors que nous traversons la pandémie, nous devons tous travailler ensemble pour soutenir davantage les enfants, les jeunes et leurs familles, favoriser leur santé mentale et de continuer à leur offrir des services. Au nom des conseillers scolaires et de mes collègues du ministère, je tiens à souligner le bon travail de nos fournisseurs de services communautaires de santé mentale, car vous jouez un rôle crucial dans le soutien aux élèves qui ont besoin de services plus intensifs. Nous ne pourrions pas aider les élèves et leurs familles sans votre bon travail. C'est pourquoi il est si essentiel que nos secteurs travaillent en partenariat. Ce rapport montre qu'il reste du travail à faire, c'est certain. La coordination et la coopération entre le secteur seront essentielles pour offrir aux enfants et aux jeunes un système de soins unique axé sur le client, peu importe où il se trouve dans notre province. J'ai hâte de voir la présentation et de poursuivre notre travail et notre collaboration. Et encore une fois, je vous remercie de votre invitation à participer au lancement de ce matin. Merci Clayton, merci Mélanie. Chacun de vos commentaires reflète la philosophie et l'intégrité du processus qui est en cours depuis 2 ans. La présence de nos partenaires, des ministères, ici, aujourd'hui, est plus que symbolique. Elle est très importante. Vos propos en sont la preuve. Pour tous les participants et participantes qui sont ici pour voir ce que nous sommes sur le point d'aborder plus en détail, le fait de savoir que l'éducation et la santé soutiennent pleinement la marche à suivre sera utile à la mise en œuvre de ce que nous vous présentons ce matin. Passons maintenant à la mise en contexte du document et à la présentation d'une partie de notre parcours de collaboration. Sans vouloir exagérer, c'est ce qui a donné le coup d'envoi de cette aventure, disons que tout a commencé par un appel téléphonique. Mes collègues, Linda Dougas, que vous entendrez plus tard, Karen Ingebrigtsen, qui était à l'époque coprésidente du consortium des organismes responsables, Purnima Sundar, qui était une partenaire à l'époque qui continue de l'être aujourd'hui et qui a joué un rôle central dans cet effort. Et nos partenaires de SMEO ont communiqué avec Katie au moment où, comme je l'ai mentionné plus tôt, les tensions étaient accrues. Les personnes qui connaissaient Katie, et je ne la connaissais que de nom, savaient que son enthousiasme était contagieux pour de nombreux participants, participantes. Nous avons donc entrepris le travail. Nous ne savions pas vraiment dans quoi nous nous embarquions, mais nous l'avons fait avec un dévouement et à être intègre et à coopérer, et voilà où nous en sommes. En août 2022, ce processus a commencé et nous nous sommes mis au travail très rapidement. Le groupe de travail sur la collaboration systémique a été créé. Il était composé d'un nombre égal de membres provenant des conseils scolaires et des membres de la direction générale du consortium des organismes responsables. Sans vouloir dramatiser, mais je le répète une troisième fois, nous avons entamé la discussion à un moment où la relation entre les conseils scolaires de plusieurs régions, pas toutes, et les fournisseurs de services communautaires de santé mentale était définie par beaucoup de débats et un manque de coopération. Cependant, nous n'avons pas baissé les bras. La confiance et le sentiment de sécurité se sont instaurés très tôt dans les discussions. Nous avons donc commencé à nous réunir régulièrement jusqu'à ce que nous en arrivions à une version itérative, soit entre début janvier et août. À ce moment, nous tenions des séances de petits groupes afin de recueillir beaucoup d'idées sur ce dont nous devions tenir en compte dans le document de ressources que nous avons produit.
Nous ne pensions pas qu'il y avait un danger que nous parlions un peu comme dans une chambre d'écho. Et nous ne voulions pas que cela se produise. Nous voulions valider nos préoccupations en créant un groupe de référence, également composé d'un nombre égal de membres provenant des conseils scolaires et du consortium des organismes responsables, qui nous diraient si nous étions sur la bonne voie ou non. Leurs commentaires, très précieux et importants, en français et en anglais, y compris ceux des élèves, c'est-à-dire ces enfants et ces jeunes à qui nous voulons offrir un système de soins qui les soutient, nous ont menés au document que vous allez voir. Nous vous avons donc préparé ce qui était probablement une version quasi définitive pour nos partenaires ministères en décembre 2021. Grâce aux échanges et aux analyses réfléchies de la part des deux ministères, comme Mélanie et Clayton vous l'ont dit ce matin, nous sommes ici pour vous présenter le lancement du document qui, je pense, a titre parfait pour le travail à accomplir. Bon soin au bon moment. Nous nous pencherons sur ce document plus en détail, mais je vais d'abord redonner la parole à Katie. Merci Patrick. Nous tenons à souligner le travail acharné et le dévouement des nombreuses personnes qui ont consacré leur temps et leur énergie au processus et qui ont apporté leur connaissance et leur sagesse. Le groupe de travail était composé de plus de 30 membres des équipes de leadership en santé mentale des conseils scolaires et du consortium des organismes responsables. Comme Patrick l'a dit, cette collaboration a permis de cerner les principaux enjeux et nous avons également formé de plus petites équipes pour discuter et trouver des moyens d'aller de l'avant. Une fois que l'ébauche a été créée sous la direction de l'Institut du Savoir, en particulier de Purnima Sundar, d'Ali Sutton et de Gabi Lucent, les jeunes et les familles des groupes de référence ont formulé des commentaires. Puis, comme vous l'avez entendu, le processus d'examen par les pairs a apporté de nouveaux points de vue et de nouvelles idées pour améliorer le document. Nous tenons également à mentionner que nous reconnaissons que le système de soins est plus grand que nos deux milieux et que beaucoup d'autres, hôpitaux, organismes culturels et confessionnels, soins primaires, etc., joueront aussi des rôles importants. Toutefois, nous voulions commencer ici et cibler nos efforts pour, espérons-le, grandir à partir d'ici. Dans les prochaines diapositives, nous vous présenterons le nom de toutes les personnes formidables qui ont offert leur contribution et vous remarquerez qu'il y a des collaborateurs et collaboratrices des secteurs de l'éducation et des services communautaires de santé mentale, des organismes intermédiaires, des partenaires des ministères et des représentants des jeunes et de leurs familles. Vous verrez également que les membres du groupe de l'examen par les pairs sont indiqués par un astérisque, toutes les autres étant uniquement membres du groupe de travail sur la collaboration systémique. Nous sommes très reconnaissants de la contribution de chacun. À votre convenance, vous pourrez faire défiler les diapositives et voir toutes les personnes qui ont apporté leur contribution. Nous allons maintenant céder la parole à quelques-uns de ces formidables membres du groupe de travail qui se présenteront et nous parleront des éléments clés du système de soins. D'accord, bonjour tout le monde. Je m'appelle Natacha Castor. Je suis gestionnaire clinique des services de travail social pour le conseil scolaire Viamonde. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement parler du soutien, vous dire qu'il est important que nous ayons une approche axée sur l'équité qui est intégrée à notre système de soins, alors que nous allons de l'avant pour renforcer notre collaboration, ainsi que pour bâtir et améliorer le système de soins. Il est essentiel que nous mettions l'accent sur la santé mentale afin de favoriser celle des enfants et des jeunes ayant des identités diverses et pour aborder les déterminants sociaux de la santé. La prestation de services adaptés à la culture est un élément fondamental d'un système de soins. Cependant, le modèle actuel des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances chez les jeunes doit être amélioré afin de mieux répondre aux besoins uniques, à la force et à la résilience des enfants et des jeunes de diverses origines, cultures, races, identités sexuelles, religions, origines linguistiques. Les répercussions disproportionnées de la pandémie de Covid-19 au sein des communautés dignes d'équité ont vraiment montré la nécessité d'un système de soins plus clair et plus visible pour réduire les pressions systémiques. Alors que la pandémie se poursuit,
nous avons la responsabilité collective de bien comprendre le rôle que jouent les déterminants sociaux de la santé, d'approfondir notre compréhension de l'équité et de rechercher plus activement des occasions d'adopter des pratiques anti-oppressives et de faire preuve d'équité. Du soutien en santé mentale de grande qualité, fondé sur les forces et l'affirmation de l'identité, doit être offert à tous les enfants et les jeunes de divers milieux dans tout le continuum de soins. Pour ce faire, nous devons harmoniser les changements systémiques au sein des secteurs. Nous devons cerner les aspects de nos pratiques qui sont systématiquement biaisés vers les façons de penser plus occidentales, enracinées dans les mentalités coloniales, et les domaines où nous ratons des occasions d'intégrer d'autres façons de connaître et d'affirmer véritablement l'identité. Et entre ceux-ci, afin d'inclure des voix et des points de vue diversifiés. Ainsi, un système de santé mentale anti-oppressif et axé sur l'équité nous oblige à vraiment porter attention aux infrastructures de nos changements organisationnels, aux volets services et aux partenariats que nous établissons avec les différentes parties prenantes. Ce système nous force aussi à concentrer notre attention, ainsi qu'à renforcer notre dévouement à écouter et à élaborer avec nos partenaires communautaires un système qui suscite différentes façons de penser et d'apprendre. Il est donc important pour les populations qui ont subi des préjudices et de l'oppression causée par les écoles et les organismes communautaires de santé mentale, qui ont vraiment traumatisé les enfants, les jeunes et leurs familles, de reconnaître que l'oppression et la discrimination systémique peuvent entraîner des préjudices qui persistent au fil du temps et des générations. Alors, pendant que nous déployons des efforts pour améliorer le bien-être, répondre aux besoins et soutenir l'affirmation de l'identité et du système de soins, nous devrions aussi penser à promouvoir des facteurs de protection qui servent à fournir des soins qui englobent la culture, les valeurs, les pratiques et les connaissances. Toutefois, il existe plusieurs nouvelles approches qui peuvent aider les communautés et les écoles à réduire l'oppression et à améliorer l'équité. Il peut s'agir de cadres d'action généraux en santé mentale qui répondent précisément aux besoins uniques des groupes dignes d'équité. Par conséquent, nous devons harmoniser les changements systémiques avec les décisions et les orientations de nos divers partenaires. Dans cet esprit, il est important que l'équité et l'inclusion dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes soient abordées. Des exemples pratiques et des facteurs à prendre en compte seront présentés au sein du document. Merci, je vais céder la place à mon collègue et je crois que c'est au tour de David. C'est moi, Natacha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Linda Dugas et je suis directrice générale de Boussole, l'organisme responsable de la santé mentale des enfants et des jeunes dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. Je veux juste laisser savoir mes collègues francophones, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, participer au lancement du rapport Bon soin au bon moment. Alors bienvenue. Je vais vous parler de nos rôles et de nos responsabilités. D'abord, pour qu'un système de soins soit efficace, il est important que nous comprenions bien quels sont les services et que nous clarifions nos responsabilités et nos rôles respectifs au sein de ce système. Que signifie réussir ? La réussite est atteinte lorsque les enfants reçoivent le bon service au bon moment et au bon endroit. Or, je veux simplement dire que c'est ce à quoi nous aspirons et que ce n'est peut-être pas la situation actuelle dans vos zones de service, mais nous voyons cela comme une occasion d'amorcer la conversation, d'examiner les possibilités de collaboration et de créer un système intégré pour que les enfants et les jeunes que nous servons. Sur cette diapositive, on voit une approche systémique de notre système de soins.
Le groupe de travail collaboratif a choisi ce type de modèle parce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'un guide visuel permettant de voir en un coup d'œil les services et leur intensité, ainsi que de connaître les rôles dans les différents milieux. En regardant ce diagramme, on voit 4 niveaux. Les premiers et le deuxième niveau étant ceux de la promotion, de la prévention et de l'intervention précoce qui se font surtout en milieu scolaire. Lorsqu'on passe au niveau 3, on voit qu'un petit nombre d'enfants reçoivent des services en santé mentale à l'école. Il s'agit des enfants qui présentent des symptômes modérés. Nous savons que, pour quelque raison que ce soit, ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent avoir accès à des services à l'extérieur du milieu scolaire. Il peut donc être nécessaire que ces services soient offerts à l'école. Il pourrait s'agir de services d'évaluation, de counseling et de thérapie ou de crise. Au niveau 4, il s'agit vraiment d'un groupe de population prioritaire pour les organismes de santé mentale des enfants et des jeunes. Comme vous le savez peut-être, les organismes de santé mentale des enfants et des jeunes fournissent une gamme de services essentiels aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins légers, modérés et intensifs. Nous savons que les organismes communautaires pour les enfants et les jeunes fournissent des services à ces enfants et à ces jeunes dans le contexte familial, dans la communauté et dans d'autres contextes. Maintenant, j'aimerais que vous prêtiez attention aux flèches et je pense que de tout le diagramme, c'est probablement la partie la plus importante. Comme vous le voyez, il y a un endroit où nos deux secteurs se recoupent, soit au deuxième et au troisième niveau. Il y a de très bonnes occasions pour nous de collaborer dans ces domaines, car c'est là que nous pouvons créer un système intégré pour les enfants et les jeunes. Je vais vous donner un bref exemple. Nos deux secteurs offrent des services en cas de deuil. En milieu communautaire, ces services sont souvent une voie d'aiguillage vers d'autres services du système de santé mentale des enfants et des jeunes. Dans le cas du milieu scolaire, les services en cas de deuil peuvent mener à d'autres types de services au sein du système scolaire, mais ils peuvent aussi être une voie d'aiguillage pour un enfant ou un jeune qui a besoin des services plus intensifs. Je pense que c'est une occasion pour nous, en tant qu'organisme communautaire, de créer des liens et d'explorer les possibilités de transfert chaleureux, de sorte que, lorsque les enfants et les jeunes accèdent à un service, ce dernier ne soit pas redondant. Il s'agit pour eux d'obtenir les services dont ils ont réellement besoin sans avoir à raconter leur histoire une deuxième fois. La ligne autour du diagramme représente les autres services auxquels nos deux secteurs ont accès, qu'il s'agisse de services de protection de l'enfance ou de services hospitaliers. Ce sont les partenaires avec qui nous collaborons pour veiller à répondre aux besoins de nos enfants et de nos jeunes. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une occasion d'entamer les discussions. Je sais que Purnima en parlera lors de la présentation d'une diapositive à venir, mais nous espérons que nous, en tant que communauté, serons en mesure de nous unir et d'utiliser ce diagramme pour faciliter nos conversations et ainsi améliorer notre système de soins. Merci. Je vais maintenant céder la parole à notre prochain présentateur, David. Merci Linda. Bonjour, je m'appelle David Hoy, je suis gestionnaire des services de travail social et responsable de la santé mentale au conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, et j'ai beaucoup aimé participer à ce projet. Les jeunes et leurs familles nous ont dit qu'il est difficile de savoir quel soutien est offert dans leur communauté, et à quel point il peut être frustrant de toujours devoir répéter leur histoire lorsqu'ils recherchent de l'aide. Pour mieux répondre aux besoins des jeunes de l'Ontario et de leurs familles, nous devons travailler à l'établissement d'un système de soins interconnectés où les enfants et les jeunes sont au centre. Les voies permettant d'accéder aux services de soins, d'y acheminer, puis d'en sortir,
permet de clarifier les rôles et les responsabilités lorsque les services se chevauchent. La structure est importante, la communication aussi. Les composants des voies d'accès internes comprennent l'accès, le dépistage et l'évaluation, les services fournis ainsi que les transitions en collaboration. L'accès doit être équitable, inclusif, accessible, abordable, satisfait et à propre. Le dépistage et l'évaluation devraient comprendre des outils axés sur l'équité, qui reposent sur des principes tenant en compte des traumatismes et prendre en considération les expressions culturelles des symptômes de santé mentale et l'expérience propre aux personnes et aux communautés diversifiées. Le service doit être fourni dans le contexte le moins restrictif possible et le plus approprié sur le plan clinique et reposer sur des approches à l'égard des soins qui sont éclairées par des données probantes et équitables. Les transitions en collaboration peuvent accroître la transparence et l'engagement, car elles permettent aux jeunes et à leurs familles de donner leur avis, de poser des questions sur les changements apportés à leurs soins et de comprendre les communications entre les services. Sur ce, je cède la parole à Purnima. Bonjour à tout le monde. Je vais simplement parler un petit peu de ce que nous savons des données scientifiques sur la façon de mettre en œuvre ou d'apporter des changements dans les communautés, car pour beaucoup de zones de services ou de communautés, les services ne sont pas structurés de cette façon actuellement, et un système de soins doit être mis en place. Pour faire en sorte que les choses fonctionnent de façon durable ou que les pratiques et les processus se concrétisent de manière factuelle, nous nous tournons vers ce que nous appelons les facteurs de mise en œuvre. Il s'agit de facteurs contribuant à une mise en œuvre positive qui nous permet d'offrir les meilleurs soins aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Je ne les passerai pas tous en revue car je crois que nous connaissons tous très bien ces facteurs que nous avons vus dans d'autres contextes et dans le cadre d'autres travaux que nous avons réalisés ensemble, mais je vais en souligner quelques-uns. Je pense qu'une chose qui est fondamentale, et je pense que nous l'avons vu tout au long de ce processus, c'est cette notion de dévouement, et ce, à tous les niveaux. D'abord, le dévouement des ministères. Les représentants des ministères sont venus ici aujourd'hui pour montrer leur dévouement à faire avancer les choses. Nous avons également besoin du dévouement du personnel, c'est-à-dire des gens qui mettent en œuvre ces pratiques sur le terrain et qui apportent ces changements. Enfin, nous avons besoin du dévouement des dirigeants, les dirigeants d'écoles et d'organismes communautaires qui sont déterminés à trouver des ressources et à appuyer les changements qui doivent se produire pour qu'un système de soins puisse vraiment s'implanter dans une communauté. Je pense que la communication intersectorielle, les protocoles et les ententes, etc., sont vraiment fondamentaux et qu'ils reflètent bien les solides partenariats. Au cours des 2 dernières années de collaboration, nous avons constaté que nos secteurs peuvent travailler en partenariat de façon extrêmement efficace et efficiente. Et je crois qu'il s'agit d'un autre facteur de mise en œuvre qui doit être mis en place. Selon les données probantes, c'est ce qui est fondamental. La formation est également essentielle, bien entendu, ce qui nous amène aux dirigeants qui soutiennent les investissements dans la formation et qui favorisent la participation des gens à l'encadrement et au perfectionnement continu, permettant à la formation d'avoir lieu. Je pense que l'une des choses dont nous devons vraiment nous assurer, c'est d'avoir ces systèmes de données efficaces en place. Il est très important de savoir qui a accès au service et qui ne l'a pas. Pour ce faire, et pour apporter des changements qui feront en sorte que les gens seront servis correctement, nous avons besoin de nos systèmes de données. Il s'agit donc d'un autre facteur de mise en œuvre fondamental sur lequel nous devons travailler. Enfin, il y a les organismes intermédiaires et l'assistance technique. Une des choses que je me rappelle souvent est le travail important que vous faites sur le terrain pour soutenir les jeunes et leurs familles, et je crois que nous jouons un rôle important en tant qu'organismes intermédiaires chez Santé Mentale, en milieu scolaire Ontario et SMEO pour vous aider à faire le meilleur travail possible. Vous aider à fournir une aide technique et mettre en œuvre les pratiques et les processus avec vous. Je pense que ce sont là des fonctions vraiment importantes d'un organisme intermédiaire qui peut contribuer à faire en sorte que ce nouveau processus ou ce nouvel ensemble de pratiques se concrétise vraiment. Sur ce, je vais céder la parole à Kerry Smuck, ma collègue de SMEO, qui va nous parler un peu des prochaines étapes. Merci beaucoup Purnima et bonjour tout le monde, je m'appelle Kerry Smuck et je suis directrice des politiques publiques à Santé Mentale pour Enfants Ontario.
Maintenant que nous en savons un peu plus sur les objectifs, les processus, les facteurs de mise en œuvre, ainsi que sur le groupe de travail et l'examen par les pairs dans le cadre de l'élaboration du document Bon soin au bon moment, nous aimerions parler un peu plus de ce qui s'en vient. Vous avez déjà appris aujourd'hui que la vision Bon soin au bon moment décrit ce à quoi nous aspirons quant au travail de collaboration entre nos écoles et nos organismes communautaires pour soutenir les soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances chez les enfants et les jeunes dans ce système. Grâce à ces assises, nous réfléchissons aux possibilités qui s'offrent à nous. Nous devons réfléchir collectivement à la mise en œuvre alors que nous allons de l'avant, c'est le travail qui nous attend. Il s'agit d'une prochaine étape cruciale que nous considérons comme permanente. Ce travail doit tenir compte de la façon dont nous aidons les dirigeants à concrétiser la vision du document dans les communautés locales et de la façon dont nous travaillerons ensemble à l'avenir. Purnima, je sais que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup Kerry. Cathy, Mélanie et Patrick ont mentionné au début de la séance que ce travail n'est pas terminé. Il s'agit à la fois d'une fin et d'un début pour mettre en œuvre des changements. En janvier, nous avons eu des discussions préliminaires avec les membres du groupe de travail sur ce qui pourrait être nécessaire pour appuyer les efforts visant à mettre au point le système de soins et à le mettre en place. Nous voulions également reconnaître ce qui est déjà présent dans les communautés et sur quoi nous pourrions nous appuyer. Nous avons parlé un peu de la façon dont nos partenaires de consortium des organismes responsables santé mentale en milieu scolaire Ontario, notre Institut du Savoir et SMEO peuvent contribuer à ce processus. Nous avons donc demandé au groupe de travail et à nos partenaires de l'examen par des pairs de tenter de comprendre les prochaines étapes essentielles que nous devons prendre et ils ont été très clairs. Nous avons besoin de soutien pour la mise en œuvre, c'est-à-dire un plan de mise en œuvre très clair, avec les ressources appropriées nécessaires pour le concrétiser. Nous avons besoin de ressources pour la communication, de savoir comment nous pouvons établir ces communications entre les écoles et les organismes communautaires. Et enfin, nous avons besoin de processus d'évaluation pour savoir si nous mettons réellement en œuvre ce système de soins et s'il produit les résultats escomptés pour les jeunes. Nous avons également parlé de la participation essentielle des jeunes et de leurs familles qui doivent faire partie du processus dès le départ. Par conséquent, toutes nos pratiques de mise en œuvre à l'avenir devront veiller à ce que les jeunes et leurs familles fassent partie des discussions. Nous voulons que la mise en œuvre comprenne un ensemble d'outils, de ressources et de choses concrètes que vous pourrez utiliser pour orienter votre travail ensemble, mais peut-être aussi des personnes, des consultants ou des champions au sein des communautés qui pourraient vous aider à collaborer. Les gens se souviennent peut-être de cette notion d'ami critique dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de quelqu'un qui est en mesure d'accompagner les gens qui mettent en œuvre ces changements et leur fournir le soutien approprié aux besoins. Encore une fois, c'est un peu ce que nous envisageons. Nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera. Bref, nous sommes à un point où nous aimerions inviter d'autres personnes à participer à une liste à laquelle nous ajoutons des participants. Alors si l'une d'entre elles, vous avez envie de faire partie d'un groupe de mise en œuvre, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit moi, Cathy, Patrick, Linda ou n'importe lequel des présentateurs d'aujourd'hui, qui se fera un plaisir de vous diriger vers nous. À l'Institut du Savoir, nous recueillons tous ces noms et nous communiquerons avec les gens pour effectuer ce travail. Je vais donc céder la parole à Cathy et à Patrick, je crois, qui vont conclure la séance d'aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Purnima. Donc comme nous l'avons dit, il s'agit d'un début et d'une fin, la fin d'une échelle et le début d'une autre, qui vous inclut tous et toutes, alors que nous progressons vers la vision que nous avons collectivement imaginée. Comme Purnima l'a dit, l'invitation est lancée. À mesure que vous lirez le document et que vous y réfléchirez, des choses vous viendront en tête et nous avons vraiment hâte d'entendre vos idées, ce que vous pensez qu'il manque, où nous devons mettre plus d'énergie, comment nous devons travailler ensemble pour bien faire les choses. Nous avons donc l'immense plaisir de vous transmettre le document. Le lien sera accessible après la séance. Ce document représente nos aspirations et nos ambitions. La situation sera différente d'une communauté à l'autre et il faudra travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Si nous pensons comme un système et ensemble unissons notre expertise commune et unique pour les enfants, les jeunes et leurs familles, nous croyons fermement que nous pouvons réaliser cette vision pour ceux que nous servons. Patrick, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Merci Katie. Je ne suis pas certain qu'il y ait autre chose à ajouter, mais
Permettez-moi de commencer par dire un grand merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis d'en arriver là, à tous les participants, participantes. Aujourd'hui, environ 150 personnes. Votre intérêt nous montre qu'il s'agit d'un travail important. Bien que nous ayons eu des désaccords par le passé, je suis convaincu que le travail des hommes et des femmes qui ont consacré leur carrière à veiller au bien-être et améliorer la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles est un parcours qui se poursuivra. Et je pense qu'un désaccord ne peut que nous donner l'occasion de discuter davantage. D'ailleurs, malgré ce désaccord, la discussion que nous avons eue au cours des 2 dernières années et celle que nous avons encore eue ici, ce matin, me donne espoir. Et parfois, pendant cette pandémie, durant laquelle l'espoir se faisait rare, Cathy et moi, nous avons eu beaucoup d'espoir sur la façon d'aller de l'avant avec nos partenaires pour en arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Avant de passer aux questions, nous avons dit que nous réservions un peu de temps à la fin pour les questions générales. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires, les membres du comité directeur et du groupe de travail sur la collaboration, l'Institut du Savoir, Purnima, Gaby et Alice, qui ne participent plus au projet, mais qui a fait un travail très important tout au long de celui-ci. Merci à vous. Votre dévouement sur ce projet nous a permis, à Katie et à moi, de paraître très bien pendant ces nombreux mois. Merci à SMEO, mon partenaire de travail du consortium des organismes responsables. Merci à Kerry et à Marie, qui a remplacé Kim Moran pendant son absence. Mary était un chef de la direction par intérim de SMEO. Elle est ici avec nous aujourd'hui. Elle n'a pas pris la parole ce matin, mais je peux vous assurer qu'elle est là. Mary termine son mandat de chef de la direction par intérim. Et je vous souhaite, Mary, beaucoup de succès dans vos projets. Peut-être que vous prendrez enfin votre retraite et c'est probablement ce que votre mari souhaite entendre. Je remercie également ma collègue Katie Short. J'ai dit tout à l'heure que nous étions jamais rencontrés avant cet important appel téléphonique et peu importe ce qui pourrait ressortir de ce document, je peux maintenant dire que je vous considère non seulement comme une collègue de confiance, mais aussi une bonne amie. Alors, merci à tout le monde. À nos partenaires du ministère, vos paroles sont très importantes. Nous en prenons en note. Et ce n'est pas une menace. Ce n'est qu'une affirmation qu'il est fort probable que ce que vous avez dit se produise. Gaby, je crois que vous et Elisa avez regardé la fonction de clavardage pour voir s'il avait des questions. Katie et moi allons faire de notre mieux pendant les 10 minutes qu'il nous reste avant la fin du webinaire pour répondre à quelques-unes de ces questions. Vous pouvez poser ces questions à Katie, à moi-même ou à toute personne qui a présenté son secteur. Et je vous rappelle que les questions en anglais et en français sont les bienvenues. Donc si vous préférez poser votre question en français et que nous devons y répondre en français, nous allons demander à Natacha ou alors à Linda de répondre à ces questions. Gaby, si vous pouvez venir à l'écran ou Lisa pour nous lire quelques-unes de ces questions afin que nous puissions ensemble y répondre. Je vous invite à le faire maintenant. Merci beaucoup, Patrick et Cathy, et merci à tous les présentateurs et présentatrices de ce matin. Il y a eu quelques questions, et nous avons répondu directement à certaines d'entre elles, mais il y en a certainement d'autres. Alors, pour le temps qu'il nous reste, je serais heureuse de les présenter et de servir d'intermédiaire. Au lieu de paraphraser la question, j'aimerais céder la parole à Sean Quigley. Vous avez posé une question concernant les besoins des jeunes et la prévention de la consommation de substances. Aimeriez-vous profiter de l'occasion pour prendre la parole et poser votre question? M'entendez-vous? Oui, D'accord, excellent. Merci. Nous fournissons des services de lutte contre la consommation de substances sur notre territoire. Et nous avons la chance d'avoir des conseillers, conseillères en consommation de substances dans nos conseils scolaires locaux. Je m'inquiète depuis un certain temps du manque de reconnaissance
des dépendances et de la consommation de substances lorsqu'il est question de santé mentale. Elles ne sont pas prises en compte dans la santé mentale. Je me demande donc si cet élément a été un point central de cette conversation. Dans le même ordre d'idées, a-t-on parlé des mesures disciplinaires qui sont prises à l'égard des jeunes qui consomment des substances par opposition aux jeunes qui sont en prise avec des problèmes de santé mentale et de dépendance? Comment se fait-il que nous suspendions et expulsions encore des élèves? Merci. Sean, je peux peut-être commencer par répondre à la première partie de votre question. Patrick, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que c'est peut-être une erreur de ma part lorsque je dis santé mentale. Je devrais dire à chaque fois et dépendance. Je pense que vous remarquerez que le document comprend la prévention de la consommation de substances et ce genre de travail. Cet aspect est censé se refléter dans le document, mais à mesure que vous avancerez dans votre lecture, n'hésitez pas à communiquer avec nous et à nous faire savoir s'il y a des lacunes dans ce que vous avez lu. Patrick, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, Katie. J'aimerais seulement mettre les choses en perspective. J'ai travaillé, Sean, en partie à une époque où le sujet de la santé mentale n'était pas aussi abordé qu'il l'est aujourd'hui. Je vois que dans les discussions sur les troubles liés à la consommation de substances, nous utilisons maintenant un langage maladroit pour décrire les dépendances. Je pense qu'il faut probablement changer la façon dont nous parlons des maladies comme les troubles liés à la consommation de substances chez les enfants et chez les jeunes. Je pense que des questions continuent de nous rappeler que nous avons encore du chemin à faire. Et je sais qu'au sein du consortium des organismes responsables, on travaille et on discute beaucoup sur la façon dont les deux sujets sont abordés. Je vous remercie de votre question. Laissez-moi vous rassurer. Je ne sais pas comment aborder l'aspect disciplinaire de la question que vous avez posée, mais je pense que pour régler cette question et arriver à une solution, il faut comprendre que les troubles liés à la consommation de substances ne sont pas un défaut de caractère, mais bien une maladie. À partir de là, nous pouvons commencer à aborder un peu plus humainement les troubles liés à la santé mentale et à la consommation de substances. Merci beaucoup, Cathy et Patrick. Il y a une autre question que j'aimerais soulever pour que Cathy puisse y répondre de la part de Sidayo Jarvi. J'espère l'avoir bien dit. Je vais vous lire la question, Cathy. S'agit-il d'une vision qui devrait être mise en œuvre dans les 33 zones de service des organismes responsables dans chacun des 72 conseils scolaires ou au niveau provincial? Voulez-vous que je commence encore, Patrick, ou voulez-vous... Oui, en fait, Lisa, je dois avouer que je n'ai pas suivi la question. Donc, avant de répondre, pourriez-vous la relire pour que je ne donne pas une réponse à une question que malheureusement j'ai mal comprise? Absolument. S'agit-il d'une vision qui devrait être mise en œuvre dans les 33 zones de service des organismes responsables, dans chacun des 72 conseils scolaires ou au niveau provincial? Oui, d'accord, je comprends maintenant. Merci, allez-y, Cathy. D'accord. Merci Patrick. Bonjour Cathy. Merci pour la question. Il s'agit d'une vision que nous avons collectivement imaginée pour toute la province, mais dans le but qu'elle se concrétise à l'échelle locale, de façon nuancée s'il le faut. Donc, sachant que les différentes communautés ainsi que les conseils scolaires et les organismes responsables qui sont composés différemment se réuniront, le document se veut en quelque sorte un guide, une façon de rendre les discussions utiles. C'est donc une sorte de vision générale adoptée localement. Voilà ma réponse, mais Patrick, encore une fois, je vous cède la parole pour... Merci, c'était une très bonne réponse. Cathy, je crois que l'avantage, s'il y en a un, pour le consortium des organismes responsables, c'est qu'il y a 33 zones de service et 31 directeurs, directrices généraux qui gèrent ces 33 zones. Il y a beaucoup de conseils scolaires, presque le double. Par conséquent, les conversations qui ont lieu, comme Cathy l'a décrite, à l'échelle régionale et locale, seront certainement guidées par la ressource que nous avons produite. Et nous nous attendons à ce qu'elles doivent être adaptées dans certaines régions ou
à plusieurs conseils scolaires ainsi que le consortium des organismes responsables et leurs fournisseurs de services essentiels participent à la prestation des soins. Je ne pense donc pas qu'il y a un oui ou un non catégorique, mais plutôt tout ce que nous venons de dire. Nous espérons que l'esprit dans lequel s'est déroulée la discussion qui a mené à ce lancement aujourd'hui se retrouve également dans les discussions que vous avez au sujet de nos recommandations présentées dans ce document de ressources, ainsi que dans la façon dont les mettre en œuvre au profit des enfants, des jeunes et de leurs familles. Je vais peut-être ajouter quelque chose, Patrick, et cela rejoint un point que Purnima a soulevé plus tôt, à savoir que la prochaine étape, nous l'espérons, sera de prendre le temps de lire le document et de réfléchir à la façon de concrétiser ce qui s'y trouve. Nous nous attendons également à beaucoup plus de discussions interactives. Aujourd'hui, c'est un peu une conversation à sens unique, mais une fois que vous aurez eu l'occasion d'y réfléchir, il y aura plus d'occasions de discuter, de dialoguer, de peaufiner, de nuancer et ce genre de choses. Nous pourrions le faire à grande échelle, comme aujourd'hui, ou plus régionalement, et donc nous allons vraiment faire évoluer le reste de cette vision avec vous tous. Merci beaucoup, Cathy et Patrick. Il y a aussi des gens qui expriment leur gratitude et qui adressent des remerciements pour l'information qui leur a été transmise aujourd'hui. Nous allons donc redonner la parole à Purnima pour la conclusion. Je tiens à remercier tout le monde de s'être joint à nous aujourd'hui. Cathy et Patrick, merci beaucoup de votre leadership dans ce travail. Merci à toutes les personnes qui ont participé à toutes les étapes de ce travail très important. Je pense que 2 ans, c'est une longue collaboration et je crois que ce travail a été fait avec amour et dans un esprit de collaboration. Je suis très enthousiaste à l'idée que nous travaillons ensemble sur les prochaines étapes. J'ai déjà reçu des courriels de personnes intéressées à participer aux travaux de mise en œuvre et nous sommes très reconnaissants. Nous savons que cela s'ajoute à la charge de travail déjà lourde que les gens doivent assumer chaque jour pour aider les jeunes de l'Ontario et leurs familles, alors nous tenons simplement à exprimer notre gratitude à cet égard. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Toutes nos adresses courriels sont affichées à l'écran. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Gabi Lucent, ma collègue de l'Institut du Savoir, qui a fait tout le travail nécessaire pour organiser ce webinaire. Elle a fait en sorte que nous allions dans la bonne direction, que nous soyons organisés et prêts à aller de l'avant. J'aimerais aussi remercier Chérissime, qui nous a été d'une grande aide. Elle nous a prêté main forte pour organiser de nombreuses séances et conférences, et nous sommes très heureux qu'elle ait pu nous aider à coordonner la séance d'aujourd'hui. Je vais donc céder la parole à Cathy et à Patrick pour le mot de la fin. Merci tout le monde. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Katie, si vous avez un dernier mot, allez-y, autrement nous pouvons... Merci à tout le monde d'être venu. Je vous souhaite une excellente journée et une belle fin de semaine. Nous nous reparlerons bientôt. Merci à tout le monde pour votre présence. Au revoir.